Suzanne, Salut. qu'est-ce que tu fais là? J'ai pas le droit de venir voir ma sœur sans rendez-vous. Bah si, t'as le droit. Je suis fatiguée. On se parlera demain. On prendra le temps. Hello, ma mère. Elle est partie où? Eh ben, bonjour Nathan Ambrosioni, bienvenue au FIFIB où vous présentez en avant-première votre film Les enfants vont bien, en avant-première coup de cœur. On n'a pas forcément trop beaucoup de temps, mais j'aimerais surtout, vu qu'on n'a pas encore vu le film, poser un peu des questions par rapport à votre carrière, parce que vous avez une carrière assez singulière globalement, et vous êtes même décrit lors de l'ouverture comme par le FIFIB comme le Xavier Dolan français. Ah, ils ont osé. Ah, ok. Voilà. Puisque alors, je vais vous laisser un peu parler de votre début de carrière, mais vous avez fait votre premier film produit et long métrage à 19 ans, sorti en 2018. Non, tourné en 2018, sorti en 2019. Oui, c'est ça. Et mais votre première réalisation date de 2014-2015. Mais c'était, oui, c'était des tout petits films avec mes amis. Moi, j'ai grandi à Grasse, dans le sud de la France, et c'est vrai que je m'ennuyais quand même pas mal. Enfin, je vais pas dire Grasse, j'ai grandi dans la forêt à côté, et j'étais passionné de cinéma d'horreur à partir de mes 12 ans, donc j'ai commencé à faire des films avec mes potes. Voilà, ça se met vraiment sans argent, quoi. Juste entre amis, on était 3 sur le plateau, et puis 3, puis on était 10 parce que le film d'après, j'arrivais à ramener d'autres gens, puis après, j'allais dans des cours de théâtre pour chercher encore d'autres acteurs. Donc ça a monté petit à petit à une toute petite échelle et de façon complètement bénévole et autodidacte. Mais ouais, pendant toute mon adolescence, j'ai fait des films d'horreur. Et après, il y a eu Les Drapeaux de papier, qui n'est pas du tout un film d'horreur. Et Les enfants vont bien, je le précise, n'est pas un film d'horreur non plus. C'est un drame délicat avec Camille Cotin, Juliette Armanet et Monia Chokri. Mais du coup, c'est globalement des expériences que vous avez fait qui vous ont un peu aussi forgé le métier du cinéma, ou c'est déjà quelque chose que vous vouliez faire avant? Ouais, complètement. C'était un peu mon école, en quelque sorte, parce que j'ai pas fait d'école. Du coup, j'ai eu mon bac et mon film s'est fait juste après, on finançait pendant mon année de terminale. Mais c'est vrai que c'était très formateur, parce que même si c'est autoproduit et que c'est sans argent, je sais pas si vous êtes en école de cinéma ou pas du tout, mais faire des films, peu importe la façon dont on les fait, ça forme à faire des films, quoi. Enfin, je vois pas une énorme différence. Je trouve ça plus facile de faire des films produits que de faire des films autoproduits, parce que quand on est autoproduit, on doit tout faire, et en même temps c'est très formateur. Moi, ça m'a appris à monter, ça m'a appris à écrire, et ça apprend le sens du collectif aussi, et aussi ça désacralise un peu la hiérarchie, je trouve, et ça c'est important. Il y a moins ce truc de le réalisateur tout puissant et l'équipe technique qui était un peu un vieux monde du cinéma, où là, quand on fait avec très peu de techniciens, on doit tous mettre la main à la pâte. Et moi, ouais. Et après, du coup, là, avec un peu d'argent, je trouve ça trop facile, parce que j'ai une super équipe avec moi et je peux avoir le talent des autres. Donc c'est vraiment enrichissant, quoi. Du coup, même dans vos tournages actuels, vous avez un peu gardé ces réflexes de l'époque où il y avait moins de hiérarchisation? Non, du coup, ça se hiérarchise parce que la production veut que ça soit hiérarchisé, en fait, un tournage. Mais justement, c'est là où on peut retrouver notre humanité, dans le sens où ils ne me laisseront pas prendre le son parce que c'est pas mon travail. Et ça, voilà, il y a maintenant quelqu'un qui est fait pour ça, qui est là pour ça et qui le fait mieux que moi. Donc j'ai plus à le faire. Mais en revanche, on n'est pas obligé de. Il y a plus ce rapport hiérarchique. On travaille vraiment sur le même film, c'est notre film à nous. Et ça, je trouve ça important de se dire qu'on ne fait pas un film tout seul. Et ouais, de remettre au centre la place de l'équipe et de tous les techniciens qui travaillent sur un film. Enfin, moi, j'ai une équipe vraiment géniale. J'adore l'équipe avec qui je travaille et j'espère faire plusieurs films avec eux. Mais du coup, par rapport au tournage, il y a aussi toute une question de préparation, même de post-production qui se crée. Et ça aussi, sur le tard, ça a été, vous avez dit, formateur. Mais du coup, vous n'avez vraiment pas d'expérience avant ça pas du tout. Enfin, mes films d'horreur. Après, j'en ai quand même fait pas mal. J'ai fait... Puisque c'est autoproduit et qu'on a le planning de personnes, j'ai fait 3 longs métrages autoproduits pendant mon adolescence et 5 courts métrages. Du coup, en fait, je passais vraiment tout mon temps à faire ça. Donc c'était quand même un peu formateur. Puis là, c'est mon 3e film maintenant, donc ça va, je connais un peu. D'autant que, comme vous l'avez dit, maintenant vous avez des changements en termes de ton et de sujet. Oui. Il y avait déjà, je crois, 2-3 courts-métrages qui changeaient un petit peu vers le drame et l'intimité. Et pour Les Drapeaux de papier, qui est du coup un long-métrage produit, effectivement, le choix du sujet s'est fait plutôt comment grâce
on va dire, à l'expérience acquise par les courts-métrages, notamment intime, ou plutôt sur l'envie de Ouais, faire autre chose? bah, en fait ma cinéphilie elle se mettait à changer parce que bah, c'est très adolescent d'aimer les films d'horreur. Moi j'adore toujours les films d'horreur. Je dis pas que c'est réservé aux adolescents, mais il y a quand même l'envie de se faire peur et tout quand on a 12 ans et qu'on est entre amis. Nous on campait dans la forêt, on regardait le projet Blair Witch dans la forêt. C'était vraiment génial. J'adorais ça, je faisais trop peur à mes amis, je leur faisais croire que c'était un vrai film et ils pensaient que c'était un vrai film. Enfin que c'était un documentaire. Mais voilà, après j'ai grandi et ma cinéphilie elle a évolué, elle a muté et j'ai découvert un autre genre de cinéma. Et effectivement, j'aime beaucoup la comédie, ça me fait beaucoup rire, mais c'est moins un genre auquel je me sens très proche en tant qu'artiste et créateur. Du coup c'est vraiment le drame. Ouais, j'adore pleurer au cinéma. Vous avez eu un suivi psychologique pendant votre séjour? Mon séjour. T'as besoin d'une chambre? Un endroit pour revivre? Tu penses à quoi? C'est papa qui voulait pas que tu viennes me voir. Ça vous a fait du bien de sortir, non? Vous voulez pas aller directement aux questions intelligentes? Mais voilà, et je sens que ça mute encore, que c'est encore en train de changer, et je crois que c'est normal, c'est évolutif et tant mieux, et on apprend plein de choses, donc bref, voilà. C'est vrai que on fait des films qui ressemblent à ce qu'on regarde, et là je regarde quand même davantage un cinéma dramatique, un cinéma d'art essai, un cinéma d'auteur, que des films d'horreur. Donc forcément je produis plus quelque chose comme ça. Tout en restant dans une veine grand public, notamment avec Tony en famille. Avec Tony en famille, ouais, carrément, tu vois, en fait, il y avait eu les drapeaux de papier qui étaient très auteurs, sans argent et tout. Enfin, produit pour moi, mais quand même. Et après, c'était super compliqué, j'arrivais pas à financer mes films parce que c'était un tout petit film, les drapeaux de papier, et c'était dur. Et c'était un peu tactique quand même, Tony en famille. Parce que je me suis dit, bon, il va falloir que je me trouve cette place quand même quelque part. J'avais plus de sous, mes parents ils ont pas d'argent donc ils pouvaient pas me payer mon loyer à Paris, donc j'allais repartir chez eux. J'avais trop la flemme franchement. Du coup je me suis dit peut-être qu'il faut passer par la comédie dramatique aussi, c'est un genre que j'affectionne quand même énormément. Je sais que c'était un peu plus facile à financer. Et voilà, je regardais ce genre de film à ce moment-là. Donc voilà, tu vois, Boyhood, Lady Bird et tout, des films comme ça qui me plaisent beaucoup. Et j'avais envie, je me disais, on n'a pas trop ça en France quand même, on n'a pas trop des comédies dramatiques écrites par des auteurs, tu vois, en France. C'est quand même très formaté les comédies. Il y en a des super, mais c'est très produit. Et donc voilà, il y a eu Tony, et là, Les Enfants vont bien, c'est... Si, je pense que c'est grand public dans un sens où c'est un film qui se veut émouvant et tout, mais c'est quand même vraiment un film d'auteur. Du coup, j'étais totalement libre, mais même dans Tony en famille, hein. C'est grand public, mais c'est totalement un film. Enfin, j'étais libre du début à la fin dans la production de Tony en famille, on m'a jamais dit ce qu'il fallait que je fasse. J'ai 5 enfants, tous des adolescents. Il faut y aller là, allez vous allez. Ça fait 5 cadeaux d'un coup. Je te les présente. Ah, Ils sont super mignons, tu vas voir. je savais pas. Bonne soirée. Ah bon, t'es sûr? Vous avez quand même voulu garder l'indépendance dans la création. Ouais. Ouais, et puis je me sentirais pas capable, tu vois, de faire des commandes. Je te tutoie tout à l'heure. C'est pas grave. Mais Moi je vous vois parce que j'ai l'habitude de vous voyer. Ouais, tutoie moi. Mais je me sentirais pas du tout capable de faire des commandes, les projets des autres et tout. Je trouve que c'est important quand même de mettre des choses de soi dans des films. Et tu vois, là, Tony en famille et les enfants, c'est quand même des personnages. Il y a dans Tony moi, mais là, c'est vraiment des personnages queer par exemple. Et moi, c'est important pour moi qu'il y ait des personnages qui me ressemblent à l'écran. Et je le vois pas beaucoup dans les films qu'on me propose, quand on me propose des commandes. Et puis même, c'est des histoires qui me sont très personnelles, que j'ai envie d'appeler. C'est pas autobiographique, mais c'est très personnel. Ouais, en plus, on commence à avoir de plus en plus, par rapport à la communauté queer, de films. On a vu en plus ce matin le film d'Alice Douard. C'est trop bien, L'épreuve d'amour. Hein. Ouais. J'ai adoré ce film, elle est trop forte. Mais ouais, mais c'est beau de voir justement le cinéma grand public commence à aborder ce genre de sujet, même si ça reste. On n'a pas encore du coup vu les enfants vont bien, mais même dans Tony en famille, ça parle d'une mère assez marginale. En tout cas, ça parle d'une mère qui s'est oubliée et que la société est plutôt heureuse qu'elle s'est oubliée. Parce que du coup, elle fait bien son travail de mère, mais qui elle est en tant que femme, indépendamment de ses enfants, c'est ça qu'elle a oublié, mais on l'encourage pas vraiment à... C'est dans ce sens-là, je pense peut-être qu'elle est marginale. Tu sais, je crois que j'ai envie de faire autre chose. Mais tu sais faire autre chose au moins? J'ai rien fait d'autre et j'ai l'impression que je ne sais rien faire d'autre. Et ça me terrorise. Et là, ça interroge la maternité, les enfants vont bien. C'est 3 femmes et leur rapport à la maternité, enfin le personnage de Camille particulièrement, mais quand même,
des maternités qui sont abandonnées, des maternités qui sont refusées, des maternités qui n'existent pas parce que c'est des personnages de femmes qui ne se définissent pas justement par leur maternité, et c'était important pour moi. Et c'est un personnage lesbien, le personnage de Camille, justement dont on n'interroge pas du tout la queerness. Ça, c'était important pour moi aussi qu'on n'en fasse pas une définition de personnage. C'est pas un sujet. Voilà, c'est pas un sujet dans le film. Et le film d'Alice est génial, et pour le coup c'est un sujet, vous l'avez vu ce matin, et c'est ça le sujet du film, et c'est trop bien, on en a besoin, mais je crois qu'on a aussi besoin quand même de voir des personnages queer au cinéma qui se définissent pas par leur sexualité. Parce que vraiment, il y a beaucoup de personnages hétérosexuels qui vivent plein d'histoires, et nous, les personnages queer, quand même, on a tendance à vivre des histoires queer. Ce qui est déjà bien, mais je pense qu'il faut aller au-delà quand même. Il faut qu'on réserve des récits qui sont normalement hétéronormatifs à des personnes queer. Même pour, je pense, le genre en soi. Bah ouais, enfin, je sais pas, je trouve ça chouette, moi, d'avoir... là, tu vois, c'était vraiment important pour moi d'avoir des personnages lesbiens qui vivent des aventures, quoi, qui vivent et qui n'ont rien à voir avec leur sexualité. Elles vivent des choses qui normalement arriveraient à des personnages hétérosexuels, et quand on finançait le film, les financiers me disaient mais pourquoi les lesbiennes ça complique les choses? Je dis pourquoi ça complique les choses pour moi? Il y a encore du travail à faire. C'est pareil qu'elles soient hétéro, c'est pareil quoi, enfin elle aurait la même histoire. Et ils me disaient bah oui justement, mais ce serait plus simple, t'aurais rien à changer, juste de faire que ce soit un homme. Mais du coup je veux pas, ça raconte autre chose, politiquement c'est pas la même chose quoi, enfin bref. C'était juste une anecdote, mais je me souviens qu'à l'époque, là on parlait de genre, mais même je me souviens que pour le premier Alien, à la base, le personnage de Ripley devait être un homme, et c'est Ridley Scott qui à la dernière changeait le personnage de sexe. Juste par affinité pour l'actrice, et au final ça n'a pas. On se rend compte à quel point déjà là au final ça n'avait pas dérangé grand monde. En fait, mais c'est ça, hein. Les gens ça les dérange pas. Ça dérange ce que les financiers pensent que les gens vont penser, mais je crois que les gens en fait, si il y a quand même beaucoup de conservation. Enfin, voilà, il y a encore beaucoup de personnes assez conservatrices et tout, hein. Mais je crois qu'on a. Voilà, le cinéma d'art et essai aussi, il attire un public qui est quand même plutôt tolérant, quoi. Enfin, chose d'espérer. Donc en fait, eux, les histoires, ça les dérange pas que ce soit des personnages qui soient encore, je parle dans des représentations marginaux. Parce qu'ils sont quand même en minorité au cinéma. Bref, on parle beaucoup. Ah, vous inquiétez pas. Mais pour ça, c'est le but. Mais oui, peut-être aussi pour finir, vous avez du coup quand même eu de beaux castings en tout cas, parce que vous avez Noémie Merlan, même si c'était avant d'entrer la jeune fille en feu, elle commence déjà à se faire une place. Et là, du coup, vous avez Camille Cotin, plus le sujet de la famille, que vous retrouvez donc, du coup, dans ces deux derniers films. Est-ce que vous avez l'impression de trouver votre voie, ou est-ce que vous avez envie aussi de vous renouveler un petit peu par la suite? Je sais pas. On verra, j'ai encore plein de choses à apprendre, j'ai encore plein de films à faire, j'espère. Je pense, là tu vois, le prochain quand même, il est aussi sur la famille. Il y a quelque chose que je trouve vraiment intéressant sur la fatalité de ce lien, comment on interroge cette cellule-là qui est au centre de notre société, et qui pourtant parfois n'est pas forcément positive pour les individus, pour certains individus en tout cas. Enfin ça m'intéresse beaucoup. Mais après, j'ai trop envie de refaire un film d'horreur aussi. C'est dur en France, mais j'ai envie d'en faire un, mais plus tard. Mais ouais, je crois que effectivement là j'ai des récits assez perso à sortir, et puis je verrai, mais c'est vrai que là j'ai envie de parler de famille, et j'ai envie de parler d'intimité aussi. Puis même, est-ce que juste aussi avec ce troisième film, vous avez commencé à avoir des nouvelles portes s'ouvrir en termes de financement ou autre, commencé à vous faire confiance? Oui, quand même, c'était plus facile de financer celui-là que... Enfin, Tony, c'était très facile à financer. En fait, il y a eu 2 films, c'était hyper dur et tout, fallait que je trouve ma place. Et quand j'ai écrit Tony, j'étais hyper libre, je me suis dit franchement c'est lui qui doit se faire et tout. On l'a financé super vite, c'était trop bien. J'ai un super producteur aussi qui est entré dans la boucle, Nicolas Dumont, qui m'aide énormément. Qui est mon producteur, quoi. Enfin, il est pas là pour m'aider, c'est pas un bénévole, mais c'est mon producteur, quoi. C'est le travail. Votre bras droit. et les enfants vont bien. Le succès relatif, parce que Tony c'était pas un million d'entrées, mais quand même ça a rencontré son public, ça a eu une bonne presse et tout, ça nous a quand même aidé. Et c'était plus facile, tu vois, le script il est plus âpre, vous verrez peut-être que les enfants vont bien. C'est quand même une histoire plus âpre, moins évidente que Tony, mais plus émouvante, attention, ça ne veut rien dire. Mais du coup voilà, il n'y avait pas les blagues et l'humour de Tony, donc les financiers c'était un peu en mode ah mince, mais tu refais pas la même chose. Et ils étaient un peu déstabilisés, mais moi je leur ai dit, mais on s'en fout, les spectateurs ils connaissent. Je suis pas Martin Scorsese, genre ils vont pas attendre mon film comme le Messi, donc tout va bien, on peut faire autre chose. Et là, je pense que, je sais pas, on verra. On verra comment ça se passe la sortie pour le prochain. Et vous voulez garder votre liberté, ça c'est vrai, je vous encourage. Je la garderai. Et du coup, on va devoir s'arrêter malheureusement, mais merci beaucoup pour ce petit entretien, ça fait quand même plaisir, et de voir qu'il y a encore des jeunes qui sont pas français. Moi ça me fait plaisir de parler avec des jeunes, et j'espère que vous pouvez venir voir le film ce soir ou pas? Ah oui. Ah, j'espère que ça va vous plaire, ok. Mais merci beaucoup. Le film sort le 3 décembre au cinéma.
Il faut y aller, il y a 2 enfants absolument formidables et 3 actrices magiques qui interprètent les adultes dans cette tragédie familiale très émouvante, je l'espère. Récompensé en Angoulême. Récompensé à Angoulême. Ça peut amener des gens. Merci beaucoup Antoine. Merci. Je me suis dit que peut-être tu voulais pas nous voir. Ah mais non, mais pas du tout. Ben, ça se peut. Regarde la preuve, Suzanne, elle veut pas nous voir. C'est pas à cause de vous. Je sais que c'est difficile à concevoir, mais parfois on peut laisser les gens qu'on aime par amour. Maman, c'est toi? Parfois on ne voit pas d'autre choix que de s'éloigner pour ceux qu'on pense être leur bien. Est-ce que vous arrivez à entendre ça?